Salut à toutes et à tous, ça y est, le gouvernement Bayrou est connu depuis une petite heure. On regarde la lecture de la liste de ses membres. Madame Elisabeth Borne, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur Manuel Valls, ministre d'État, ministre des Outre-mer. Monsieur Gérald Darmanin, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur Bruno Retailleau, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Monsieur Éric Lombard, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Monsieur François Rebsamen, ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation. Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Monsieur Laurent Marcangeli, ministre de l'Action publique, de la Fonction publique et de la Simplification. Madame Marie Barsac, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. Sont nommés ministres auprès des ministres de plein exercice. Auprès du Premier ministre, Monsieur Patrick Mignola, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Madame Aurore Berger, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. On notera qu'on a 4 ministres d'État. Gérald Darmanin qui fait son comeback à la justice aux côtés de son rival sur le terrain de la droite, très à droite, Bruno Retailleau. Lui qui est plutôt dans l'écurie LR. Grand retour aussi de 2 anciens premiers ministres, Manuel Valls aux Outre-mer et Elisabeth Borne à l'Éducation nationale. Des noms connus certes, mais aussi des personnages plus ou moins grillés pour un gouvernement finalement très macronisé, alors même que le camp présidentiel a perdu, et on va finir par l'oublier, les législatives qui devaient être un scrutin de clarification après des européennes qu'il avait déjà lamentablement perdu. Que retenir du dévoilement donc de cette liste gouvernementale? En quoi cet exécutif peut permettre de conjurer le spectre d'une nouvelle censure? Pour répondre à ces questions, aux médias, nous avons fait appel à Nils Wilke, journaliste et chroniqueur aux médias, pilier de l'émission hebdomadaire Les Indiscrets. Mais avant ça, on vous rappelle que nous sommes dans les derniers jours de notre campagne de fin d'année, la mère des campagnes du média. Si vous voulez que le média survive et se développe, allez sur le mediatv.fr/soutien et donnez-nous de la force. Salut Nils. Salut Théo, salut à tous. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que retiens-tu de cette liste du gouvernement Bayrou 1 à brûle-pourpoint comme ça? Oui, alors c'est vrai que ça nous prend un peu par surprise pour tout te dire et pour tout dire aux abonnés du média qui nous suivent fidèlement. C'est vrai que voilà, c'est un peu le retour des vieux fantômes à la fois de la Macronie, du PS, de la droite, et donc il y a des nominations un petit peu surprises. Alors il y a évidemment le retour de Manuel Valls, hein, qui certes est conseiller d'État, mais qui est nommé aux Outre-mer, ce qui n'est pas franchement un portefeuille, malheureusement d'ailleurs pour nos compatriotes ultramarins, très considéré au sein de la République. En général, plutôt un portefeuille qui est un peu oublié, qui est un peu sous-doté, hein, en termes financiers. Et donc, c'est peut-être un moyen pour Emmanuel Macron, dans un sens, et puis pour François Bayrou, de montrer aux ultramarins que, dans leur imaginaire, en tout cas, qu'ils nomment voilà, une personnalité d'expérience qui a déjà été Premier ministre, qui a été locataire de Matignon sous François Hollande. Et puis, par ailleurs, là, j'en discutais à brûle-pourpoint avec un ancien conseiller d'un ministre des Outre-mer qui me rappelait que Manuel Valls avait un bilan qui n'était pas mauvais avec l'Outre-mer quand il était aux responsabilités, qu'il avait débloqué énormément de dossiers, qu'il travaillait beaucoup avec les élus
ultramarins. Simplement, bon, ça fait quand même 8 ans que le temps a passé, ça fait plusieurs années qu'il n'a pas été aux responsabilités, et les équilibres politiques, évidemment, dans ces territoires ont changé. Donc, est-ce qu'il pourra faire du bon travail au moment où il faut notamment reconstruire entièrement Mayotte et aider une population sinistrée et très durement touchée par le cyclone, c'est pas sûr. En plus, il y a des vidéos qui tournent déjà qui montrent qu'en 2015, il situait la Réunion dans le Pacifique. Oui, alors ça, je m'en souvenais pas forcément, contrairement aux internautes qui ont plus de mémoire. C'est un peu à rapprocher d'ailleurs de Rebsamen, qui connaissait pas le communiste Ambroise Croizat. Croizat, exactement, l'ancien ministre du Travail et de l'Emploi en France, et puis le père surtout de la sécurité sociale. Et donc Rebsamen avait été interrogé là-dessus par une télévision lors de son entrée au gouvernement, au ministère du Travail sous François Hollande. Et il se rappelait plus de cette éminente figure. Donc voilà, c'est un peu la même chose, effectivement. Alors l'autre surprise de ce gouvernement Bayrou, c'est l'arrivée d'Éric Lombard. Alors il est moins connu du grand public, c'est le président de la Caisse dépôt et de consignation. C'est un peu le bras armé en fait de l'État au niveau des entreprises. Donc c'est un poste qui est quand même stratégique. Et Éric Lombard, c'est aussi un des premiers soutiens d'Emmanuel Macron. Il faisait partie du comité des GRAC, donc qui étaient ces hauts fonctionnaires de gauche avec des gros guillemets, voilà, qui ont amené Emmanuel Macron au pouvoir. Il devient ministre de l'économie. Amélie de Montchalin, qui s'est pris uniquement des râteaux électoraux, revient au budget. Marc Ferracci reste à l'industrie, mais obtient également le portefeuille de l'énergie. On peut dire, et tu le disais en introduction, mais on peut répéter effectivement que c'est un gouvernement très macroniste et surtout qu'Emmanuel Macron est en train de verrouiller Bercy après l'aventure Barnier. Et donc Barnier, lui, avait directement en charge le budget. Cette fois, ce sera pas le cas. Et puis surtout, ça interroge parce que Barnier avait été censuré quand même et tombé sur la question du budget. Et là, Macron et Bayrou renomment disons, des personnes qui appartiennent au parti qui a été censuré, qui fait partie du gouvernement qui a été censuré sur des questions budgétaires. Donc c'est quand même un peu... il va falloir effectivement dans les prochains jours, dans les prochaines heures, qu'on s'interroge sur toutes ces nominations un peu particulières. En tout cas, il y a déjà un scandale à la nomination de ce gouvernement. Ce scandale, c'est Xavier Bertrand, en fait, qui finalement l'a mis au grand jour en révélant que, d'une manière, il a été censuré lui-même par le Rassemblement national. C'est pour ça qu'il ne figure pas au sein de ce gouvernement. On va regarder un petit magnéto. Écoutez, il n'était pas digne que Xavier Bertrand devienne ministre de la Justice. Enfin, c'est pas vous le décidez. Alors, à quel attendez, titre je vais vous expliquer. Quel titre On ne peut pas Je crois que c'était pas un procès tenir politique. des propos, on ne peut pas tenir des propos de haine contre le Rassemblement national et contre ses 11 millions d'électeurs, contre le premier parti d'opposition et même contre le premier parti de France tout court, quand on est ministre de la Justice. Par ailleurs, ces propos se vantant d'avoir brisé les mâchoires du Rassemblement national, en 2021, ça date pas d'il y a 15 ans, en 2021, n'étaient pas dignes d'un ministre de la Justice. C'est pas un langage de ministre de la Justice, c'est un langage de narcotrafiquant. C'est de la politique. Chef de si on commence à reprendre les déclarations des uns et des autres, je pense que le Rassemblement national, il peut être en haut du classement aussi. Le principal problème est que, encore une fois, le ministre de la Justice ne peut pas tenir des propos de haine contre le premier parti d'opposition. Non, mais ça n'est pas la démocratie. Bien sûr, mais Madame Le Pen n'est pas première ministre. Madame Le Pen, avec le Rassemblement national, n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Alors, on entend les cris de victoire, de triomphe de Caroline Parmentier, députée Rassemblement national du Pas-de-Calais, qui, d'une certaine manière, donne de la matière, de la chair aux accusations de Xavier Bertrand, qui est donc le président des Hauts-de-France, qui est très à droite, finalement, un hiérarque de droite classique, sauf qu'il ne transige pas avec le RN, et ça lui aurait coûté une présence au gouvernement, ce qui signifie qu'une fois de plus, un gouvernement français a été fait avec l'aval, l'accord, quasiment sur la dictée de Marine Le Pen, Niels.
Oui, et c'est ce qui se disait d'ailleurs ces derniers jours. Et d'ailleurs, une partie de la gauche, notamment la France insoumise, avait bien senti le danger d'ailleurs en refusant de participer aux négociations. On s'en souvient avec François Bayrou, en refusant d'aller se rendre aux consultations de Matignon, jugeant que de toute façon, c'était le Rassemblement national en fait qui avait la main sur ce nouveau gouvernement. Et d'ailleurs, ce que dit Xavier Bertrand, c'est exactement ça. C'est-à-dire que François Bayrou est placé sous surveillance de l'extrême droite. Il le dit dans ce communiqué, hein, 1 heure avant l'annonce officielle de la composition de ce nouveau gouvernement ce lundi. Et il explique qu'il refuse de participer à ce gouvernement formé avec l'aval de Marine Le Pen. Il assure aussi que François Bayrou n'était plus en mesure de le nommer à la justice en raison de l'opposition du Rassemblement national. Et il explique également que c'est une position de François Bayrou qui aurait évolué entre aujourd'hui et ce week-end, puisque les deux hommes ont échangé pendant cette période. Il écrit également: accepter à ces conditions aurait été le reniement de mes valeurs, de mon engagement et de mes combats. C'est les mots aussi de Jacques Chirac, hein, que Jacques Chirac avait prononcé en 2007 avant son départ de l'Élysée. Ajoutant que c'était une faute évidemment de composer avec l'extrémisme. Donc oui, effectivement, c'est vraiment le signe effectivement qu'une fois de plus, Macron et son Premier ministre composent avec le Rassemblement national la liste gouvernementale. Alors, justement, en parlant des Insoumis, Mathilde Panot a réagi tout de suite sur Twitter en disant, en décrivant un gouvernement rempli de gens désavoués dans les urnes et qui ont contribué à couler notre pays avec le soutien de Marine Le Pen et du RN. Ce gouvernement n'a qu'un seul avenir, dit-elle, la censure. Avec la chute de Bayrou, le roi Macron sera nu. Son départ est inéluctable. Et finalement, ce qu'on peut retenir de cette prise de position, c'est qu'aujourd'hui, l'avenir d'Emmanuel Macron et de François Bayrou est uniquement entre les mains de Marine Le Pen. C'est-à-dire que là, effectivement, toute la gauche sera amenée à censurer François Bayrou. Et donc, finalement, la seule béquille qui peut lui rester, c'est Marine Le Pen. C'est un gouvernement, d'une certaine manière, avec l'ombre portée de Marine Le Pen. On pourrait même oser dire un gouvernement Bayrou-Le Pen. Oui, c'est ça. Et tu sais, c'est d'autant plus paradoxal que Marine Le Pen encourage en fait le débat sur une éventuelle démission d'Emmanuel Macron, hein. Elle l'a redit, on en a parlé dans l'émission Les Indiscrets la semaine dernière, mais elle l'a redit dans une interview au Parisien qu'elle se préparait à une présidentielle anticipée par précaution compte tenu de la fragilité d'Emmanuel Macron, en expliquant qu'Emmanuel Macron, c'est fini ou presque, hein. En disant que c'est une réalité institutionnelle et donc c'est un peu c'est aussi ce que cherche à faire finalement Jean-Luc Mélenchon et LFI, hein, mais eux assument le fait de réclamer explicitement la démission d'Emmanuel Macron, hein. Donc il y a aussi, il faut le rappeler, il y a un lien aussi entre la manière dont Marine Le Pen met la pression sur le président de la République et l'échéance judiciaire du 31 mars, puisqu'on rappelle que le 31 mars, Marine Le Pen connaîtra l'issue du procès de l'affaire des assistants parlementaires donc du Rassemblement national au Parlement européen. Le parquet a requis une inéligibilité avec exécution provisoire, c'est-à-dire qu'elle elle ne pourrait plus se présenter à de nouvelles élections, même en cas d'appel. Et donc, effectivement, c'est... Donc, en gros, Nice, elle a tout intérêt à précipiter le calendrier électoral et justement se mettre entre les mains d'une personne qui a objectivement intérêt à ce que vous dégagiez. Finalement, ça traduit une certaine inclinaison idéologique au-delà des calculs, c'est-à-dire finalement un choix de composer, de pactiser avec le RN de toute manière, plutôt qu'avec la gauche. Absolument. Et tu noteras d'ailleurs que Gérald Darmanin a été nommé au ministère de la Justice. On rappelle quand même que Gérald Darmanin, il y a 2 semaines, il avait critiqué le réquisitoire du parquet contre Marine Le Pen et notamment cette peine d'inéligibilité qui a été requis par le procureur. Donc il y a quand même des signaux qui montrent. Alors non seulement Macron en fait se met entre les griffes du Rassemblement national, comme dirait Xavier Bertrand, mais en plus en fait
il encourage en fait le Rassemblement national, Marine Le Pen ou Jordan Bardella à aller de plus en plus loin, à continuer à lui mettre la pression. Donc c'est quand même un peu... Quelque part, c'est un aveu, Niels. Et puis, donc, en fait, Marine Tondelier, des écologistes, pense la même chose. Elle déclare dans un tweet que François Bayrou avait affirmé que, contrairement à Michel Barnier, il ne se mettrait pas entre les mains du RN. C'est pourtant exactement ce qu'il vient de faire. Marine Le Pen va le faire sauter à la corde jusqu'à ce que lui et son gouvernement tombent. C'est assez bien imagé. Et finalement, je voulais qu'on avance un peu dans cette discussion pour évoquer cette petite hype. Emmanuel Macron et François Bayrou ont comblé le vide d'une certaine manière en débauchant les anciennes gloires du PS, discréditées ou oubliées. François Rebsamen, Manuel Valls, en réalité, c'est pas du tout une ouverture vers la gauche parce que, ils sont pas de gauche du tout, mais pourquoi donc brandir ces deux totems, ces deux poupées politiques là? Quel est l'intérêt d'Emmanuel Macron et de François Bayrou? Il n'y a pas uniquement d'ailleurs Manuel Valls et François Rebsamen, il y a aussi Juliette Médel, alors ça fait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler, mais elle faisait une campagne apparemment souterraine assez acharnée en continuant à s'imposer dans les médias. C'est l'ancienne secrétaire d'État aux victimes du terrorisme qui avait été nommée par François Hollande. Elle fait son retour comme ministre de la Ville, donc c'est quand même un ministère qui est important. Et évidemment, tu l'as souligné, c'est 3 anciens socialistes qui sont tous en fait passés chez Macron et qui sont totalement Macron compatibles. Alors j'en parlais avant cette émission, là j'ai échangé avec un député socialiste qui était un peu qui riait jaune et qui me disait même Judas n'était pas disponible apparemment pour entrer au gouvernement. Et voilà, c'est effectivement, ce sont des trophées, des faux trophées évidemment qui sont brandis par Bayrou et par Macron pour montrer qu'il y aurait une pseudo-ouverture sur la gauche. C'est aussi une manière probablement d'essayer de mettre le PS en difficulté par rapport à des anciens membres du parti. Mais c'est pas assez consistant justement pour mettre le PS en difficulté. Au contraire, ça pourrait radicaliser une grosse partie des barons socialistes qui vont se sentir insultés. Alors ce soir, c'est la direction effectivement que semble prendre le Parti socialiste, puisque Olivier Faure parle de provocation, mais voilà, en tout cas dans leur imaginaire, c'est parce qu'on rappelle quand même que Emmanuel Macron vit dans son monde bien à lui, et donc voilà, c'était peut-être en tout cas son objectif en nommant ses anciennes gloires au gouvernement, quoi. Bon. Alors, je voudrais qu'on évoque maintenant la nomination de Gérald Darmanin au ministère de la Justice. Il revient comme pour ne pas perdre la course de vitesse réactionnaire qui l'oppose à Bruno Retailleau. C'est assez marquant, c'est assez osé en tout cas de nommer Gérald Darmanin à la justice. Oui, c'est quand même là, c'est quand même un gros morceau, comme on dit. Ça provoque déjà un début de polémique qui, à mon avis, ne va pas s'éteindre, hein. On rappelle que Gérald Darmanin, c'est quand même un des ministres qui a été mis en cause par plusieurs femmes dans des affaires de violences sexistes et sexuelles. Alors certes, il n'y a pas eu les poursuites ont été abandonnées, hein, faute de preuves, mais enfin, quand même, il a été mis en cause par plusieurs femmes quand il était au ministère de l'Intérieur et quand il était maire de Tourcoing pour des faveurs immobilières en échange de relations sexuelles. Et puis, il s'est aussi montré extrêmement RN compatible, hein, j'en parlais auparavant, et donc c'est quand même la preuve effectivement que voilà, que Macron et Bayrou tentent de faire la cour au Rassemblement national. Alors en plus, ce soir, je regardais... On rappelle quand même, Niels, qu'il a dit à Marine Le Pen qu'elle était trop molle sur l'islam. C'est ça, sur l'islam, tout à fait. Ouais, c'était sur France 2. Et alors, je regardais en plus, puisqu'on parlait, je parlais de ces affaires de violences sexistes et sexuelles auxquelles il a été confronté. Je regardais par curiosité quel était le prochain dossier sur lequel Gérald Darmanin allait devoir plancher à la justice. Il s'agit de la loi sur l'introduction du non-consentement dans la définition pénale du viol. Voilà, donc c'est une mesure qui est réclamée depuis longtemps par les féministes
féministes, mais aussi voilà, les femmes de tous bords politiques. Hein. On rappelle aussi qu'on est en plein, on a entendu le verdict du fameux procès De du fameux Mazan. des Mazan exactement, avec l'affaire Pellico. Voilà, donc bon, la nomination de Darmanin, disons, dans ce contexte est quand même assez ahurissante. Et Voilà. on rappelle aussi que Gérald Darmanin, c'est le ministre de l'Intérieur qui a accompagné le syndicat de police Alliance, un syndicat qui affirmait dans une de ses manifestations que le problème de la police, c'est la justice. C'était en 2021 exactement. Alors il était quand même ministre de l'Intérieur à l'époque. Hein. Il faut se rendre compte de ce casus belli quand même pour les magistrats, pour le monde judiciaire, qui est déjà durement touché au quotidien. On rappelle quand même que c'est le ministère le plus mal doté hein, en Europe de tous les le ministère de la Justice en France, c'est une véritable honte. Et par ailleurs, les magistrats sont régulièrement, les décisions des magistrats, les jugements sont régulièrement remis en cause par les politiques. Alors il faut dire que c'est un peu de tous bords, hein, parce qu'ils sont tous condamnés, que ce soit à droite, à gauche ou à l'extrême droite. Mais c'est vrai quand même que ça pose des questions sur l'indépendance, enfin comment dire, la préservation de l'indépendance de la justice et la protection des magistrats avec ce prochain gouvernement, avec cette nomination. Alors finalement, pour disons évoquer les petites et les grandes ambitions, Aurore Bergé signe son grand retour au gouvernement, elle aussi. Alors elle reprend son ancien portefeuille à l'égalité femmes-hommes. Alors Aurore Bergé, on la connaît maintenant aux médias, on travaille régulièrement sur ses exploits. Alors j'ai un député de l'ancienne majorité, parce qu'il faut les appeler comme ça maintenant, mais un député macroniste qui est proche d'ailleurs d'Emmanuel Macron, qui le fréquente, qui échange régulièrement avec lui. Voilà, il fait partie de ses interlocuteurs du chef de l'État et qui me disait, mais Aurore Bergé, en fait, sa nomination, c'est une nomination en fait de compassion de la part du président, puisqu'elle est absolument détestée au sein du groupe macroniste, enfin, ce qu'il en reste hein, après la dissolution. Et donc, en fait, en gros, les députés macronistes ne cessent d'alerter le chef de l'État en leur demandant de rapatrier Aurore Bergé au gouvernement pour leur éviter de l'avoir à l'Assemblée nationale. Donc c'est une fidèle parmi les fidèles, voilà, donc elle est effectivement, elle revient au gouvernement, ce qui évite à ses collègues macronistes de la fréquenter à l'Assemblée au quotidien. Alors, plus sérieusement, dans le fond de la politique, quelles sont les échéances qui viennent ? Quand on parle d'échéances qui viennent, on parle des moments où une censure pourrait intervenir, puisque bien entendu, le dossier du budget très rapidement, dans les premiers mois de 2025, va arriver sur la table. Quand est-ce que ce gouvernement va être mis finalement face à l'épreuve de feu parlementaire ? Ça va venir très vite, en fait, juste après les congés de Noël, hein, puisque l'Assemblée va reprendre ses travaux. Et effectivement, le gouvernement Bayrou, en fait, est aussi fragile, finalement, que celui de Michel Barnier. On rappelle quand même que la dissolution décidée par Emmanuel Macron devait apporter plus de stabilité hein, au pays et aux affaires, enfin voilà, aux affaires gouvernementales. Bon, donc premier gouvernement censuré, celui de Michel Barnier, et puis maintenant Bayrou qui arrive début janvier avec le budget. Et c'est un peu inquiétant pour eux parce qu'en fait, pour obtenir, disons, une approbation, une assise plus large à l'Assemblée, il aurait fallu décrocher des socialistes du nouveau Front populaire. Et là, évidemment, c'est pas le cas. Donc, ça va être quand même très compliqué pour Bayrou de trouver, en fait, un contrat de gouvernement ou un accord de non-censure. Avec le RN, c'est tout. Avec le RN, certes, mais encore faut-il que le RN, parce que le RN alors a dit, en plus le Rassemblement national ne relâche pas la pression, parce qu'ils ont dit ce soir qu'ils attendraient de voir le texte budgétaire qui sera présenté aux députés au début de la nouvelle année pour se prononcer sur éventuellement une non-censure du gouvernement. Donc, il continue de maintenir la pression et il n'est pas du tout sûr que, au final, il ne déciderait pas de censurer le gouvernement Bayrou. C'est un gouvernement qui reste extrêmement fragile et qui, pour le moment, va se heurter aux mêmes écueils que celui de Michel Barnier. Le gouvernement Bayrou,
va probablement être aussi impopulaire que celui de Barnier, proposera un budget tout aussi impopulaire, puisque voilà, il n'y a pas non plus des leviers financiers qui sont activables à loisir, puisque de toute façon, c'est un gouvernement, et ça ne t'échappera pas, il y a moins de LR maintenant que de macronistes, et les macronistes sont contre les baisses d'impôts et la taxation des super-profits. Ils trouvaient même Michel Barnier trop à gauche sur ce sujet, donc c'est te dire. Et donc, qui dit impopularité dit que les oppositions vont probablement renforcer leur posture d'opposition. Et les socialistes, c'est sûr, n'assumeront pas un budget d'austérité. Le Rassemblement national, c'est pas sûr non plus. En tout cas, merci Niels pour ces éclairages. On rappelle que le média, en cette fin d'année et en campagne de fin d'année, on rappelle également qu'on aura besoin de toute notre force pour chroniquer, pour raconter ce qui va se passer en 2025, car ce sera une année évidemment très importante d'un point de vue politique en France et aussi importante à l'international. On va observer donc les premiers pas du gouvernement Macron-Bayrou qui pourra au moins se dire que finalement, même s'il se fait renverser début 2025, qu'il aura vécu de 2024 à 2025, c'est la seule chose qu'il peut se dire en ce moment. De facto, il n'y a pas beaucoup disons, il y a des surprises, mais ce ne sont pas des surprises qui sont à même de donner l'impression qu'on va éviter une nouvelle censure. Restez connectés aux médias.